12 novembre 2025. Peuple d'Afrique et du monde libre, vous qui nous suivez régulièrement, nous sommes très heureux aujourd'hui parce que nous recevons deux de nos frères, deux leaders d'opinion, deux leaders panafricains, deux leaders simplement du monde libre qui sont actuellement au Mali. Donc nous les recevons sur Gandhi Malien TV et African TV. African TV, une filiale de Gandhi Malien TV. C'est pas moi de les présenter, ils ne sont pas étrangers, ils sont chez eux au Mali. Mon frère Dani. Oui, mon frère. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, merci mon frère. Oui. Donc, un mot à l'endroit du public qui nous suit. Déjà, merci pour l'accueil, un accueil chaleureux. Et c'est une très belle émission. Je pense que les Maliens qui suivent cette émission font partie de cette masse qui a pris conscience que le monde doit changer, doit évoluer, que l'Afrique ne doit plus être soumise, que cette soumission doit prendre fin. Donc, vraiment, félicitations à ce peuple résilient qui est déterminé à en finir avec l'impérialisme, avec le néocolonialisme. Et voilà, souhaitons-nous bonne émission. Merci beaucoup. Maman de Paris. Bonjour. Oui, bonjour. Je salue nos téléspectateurs. Je salue la diaspora. Je salue la résilience des Maliens. Et voilà, je suis avec vous pour ce soir. Je reste avec vous. D'ailleurs, on vous a longtemps... Bon, je vais dire tu. Nous sommes entre frères. Il n'y a pas de souci. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Oui. Momo, longtemps, on reproche surtout à certains d'entre vous, il s'agit de manipuler, quoi. Comprenez ce que ça veut dire? Que oui, mais vous appelez les peuples à la résilience, mais vous-même, vous vivez là-bas et autres là. Je vais dire là-bas même, ça chauffe un peu. C'est quoi ton métier là, quand même? Effectivement, c'est la routine. Ouais. On entend que ça dès qu'on se prononce sur la question du Mali. Ouais. Des gens qui sont en panne d'arguments, qui n'ont absolument rien à dire, qui se disent que oui, vous êtes en paix là-bas en France. Et pendant ce temps, vous nous appelez à être résilients ici pendant que rien ne se passe. On a beau entendre cela. Moi, je tiens à dire à tous ces gens-là que déjà, il faudra respecter la diaspora malienne. Ceux qui sont à l'étranger, c'est eux souvent qui informent ceux qui sont à l'intérieur ici. La plupart des cas, nous sommes très généralement renseignés mieux que pas mal de nos concitoyens qui sont ici. Donc la réalité, on le sait. Et pour répondre à cette question, je dirais tout simplement que tu en es un cas. Tu vis ici au Mali. Ouais. Tu te bats pour la transition. Ouais. C'est pour une question de conviction. Oui, c'est tout. Mais s'ils n'ont pas de conviction, qu'ils se taisent. Aucun pays ne s'est débarrassé de l'impérialisme sans passer par des difficultés. Et d'ailleurs, on a dit à tout le monde que ce combat que nous menons, on ne le mène pas pour nous, on le mène pour la génération future. Tu n'es pas prête à te battre pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Tu te tais et tu laisses les autres faire. Et c'est juste que ça. Oui. Ben, nous, on est au pays, nous, on est à l'étranger. On se soucie du pays. On travaille pour le pays. On fait tout pour le pays. Il y a combien de familles qui dépendent de la diaspora? Il ne faut pas qu'ils croient que nous sommes là-bas, nous sommes en paix, non? C'est une complémentarité d'ailleurs. Voilà. Donc on comprend ce qui... Et d'ailleurs, pour terminer cette question, je dirais à tous ces gens-là... Ces détracteurs. Ces détracteurs. Ou bien de manipuler simplement. Voilà, peu importe l'appellation qu'on va leur donner et ça mérite. Okay. Et voilà que Momo est sur le terrain. Moi, je demande à ceux-là aussi d'aller faire ce séjour en France et d'aider le pays comme nous sommes en train de faire. Donc du coup, on va essayer juste de changer de cadence. Moi, je suis ici, comme ils l'ont demandé. Et moi aussi, je les appelle d'aller au pays, d'aller en France, aller travailler pour le pays. On inverse les rôles. Voilà. Ouais, on inverse les rôles. Voilà, je pense que ce n'est pas la peine. Parce que nous nous battons pour que dorénavant les Africains même ne puissent plus aller là-bas. Parce que ça ne va pas arranger l'Afrique. Nous avons tellement de main-d'œuvre qualifiée de l'autre côté. Nous avons les Dani, ressources. Effectivement. L'Occident, ce n'est pas le paradis aussi. Hein, parce que c'est ce qu'on fait croire aux Africains souvent. C'est le rêve qu'on vend à l'Afrique. Les rêves qu'on vend. Et les plus jeunes se suicident. L'Afrique consomme les plus, je ne dirais pas les jeunes, mais les plus manipulables consomment cette illusion vendue par l'Occident. L'Occident, c'est terminé. Le monde, l'avenir du monde se déroule aujourd'hui en Asie. C'est l'Asie et l'Afrique. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont que les restes d'un Occident qui a existé. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent une bonne fois pour toutes qu'aucune puissance n'est éternelle. Des empires se sont effondrés. Oui. Les Britanniques se sont effondrés. Il faudrait aussi accepter aujourd'hui que l'Occident est en train de s'effondrer, mais de l'intérieur.
Donc aujourd'hui, nous sommes dans une équation où nous sommes au dernier virage. L'Afrique devrait prendre les dés en main, les jeter, afin de s'asseoir sur la table des grands. Donc je pense que tous les systèmes qui ont été mis en place pour contrôler les Africains, que ce soit par le système éducatif, les manipulations, la lobotomisation, en passant par, malheureusement, nos frères africains dits intellectuels qui participent à ce jeu, je pense que les 5% de la masse, parce que j'aime bien passer par ce proverbe, nous sommes 100%, il y a 1% qui contrôlent la planète, il y a 4% qui sont les élites, qui obéissent aux 1%, il y a 90% qui sont soumis, parce que peut-être ils ne voient pas la réalité comme peut-être les 5 autres pourcents voient. Dans l'objectif des 4% qui sont contrôlés par les 1%, c'est de nous combattre nous, afin que nous ne puissions pas réveiller les 90%. Donc c'est un combat existentiel que les Africains mènent. L'Occident est dans son rôle de prédateur. Nous devrons quitter le rôle de proie. On doit aussi être prédateur. L'Afrique a les armes. On parlait de ressources. Nous avons les ressources humaines. La jeunesse est une arme. Nous avons, oui. Il y a plus d'1 milliard d'habitants comme en Afrique. Nous sommes plus d'1 milliard. Nous les dépassons quand même. La jeunesse est là. On a une jeunesse qui est résiliente, forte. Il ne faut pas quand même oublier le passé de l'Afrique. Nous sommes des guerriers dans l'âme, dans le sang. C'est notre valeur, c'est notre étiquette. Donc nous n'allons pas accepter de nous soumettre éternellement. À un moment donné, l'esclave même se rebelle. Oui. Et nous sommes arrivés à un stade où cette conscience collective, elle est réelle, elle est palpable. D'ailleurs, je suis au Mali, c'est la première fois que j'arrive au Mali, je le ressens. Ce qu'on dit des Maliens, c'est pas ce que moi je vois, c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je touche, c'est pas ce que j'observe. Le résultat, il est bénéfique, il est positif. Il y a une différence. Donc, moi je dis que les choses vont évoluer. Je ne peux pas condamner cette jeunesse aujourd'hui parce que laissons le temps des lamentations, laissons le temps des condamnations. Sensibilisons et éduquons, c'est le plus important. Plus important. Moi, je reviens vers vous. Le frère Dani, il a parlé de l'Occident en général. Ça va pas, c'est un empire en déclin tout simplement. Un empire en déclin, même, c'est pas un serpent, hein, même. Un reportage sur la chaîne de propagande française qu'on appelle LCI, où la journaliste faisait croire qu'au Mali, tout devenait cher à cause de je ne sais pas de quoi. Non, on ne comprend pas. Mais vous qui venez de la France, là-bas, il n'y a pas de l'inflation, la vie n'est pas chère. Comment est la vie là-bas? C'est du paradis ou bien c'est comment? Et j'ai pas vu cette intervention de la soi-disant dame. Oui. Quand même, étant un Malien vivant en France, je sais pertinemment que le mode de vie des Français ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a pas mal de Français qui n'arrivent pas à payer le loyer. Hein? Il y a pas mal de Français qui vivent dans la poubelle aujourd'hui. Je n'invente rien. Dans la poubelle? Dans la poubelle. Quand on veut parler de la cherté de la vie, le Mali est en guerre, la France n'est pas en guerre. Si les denrées alimentaires arrivent à être un peu chères dans les marchés au Mali, moi je pense que c'est raisonnable. Il y a une raison. Mais en France, il n'y a pas de raison. Ils ne sont pas en guerre. Tout simplement, ce sont des gens qui sont aux abois parce que le robinet de l'AES est en train d'être fermé pour toujours. Un pays qui vit aux dépens des autres, c'est un pays qui se retrouve dans cette situation, un pays qu'on appelle la France. Et voilà ce que j'ai à dire par rapport à cela. La vie, elle est chère là-bas, plus 2 fois, 3 fois plus qu'ici. Nous savons. 10 ans en arrière. Il y a beaucoup de taxes là-bas. Hein? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas comme ici. Hein. C'est pas comme ici. Les Français, ils s'en sortent pas aujourd'hui. Mais ici, la France a fait manipuler des gens pour des taxes, je ne sais pas, des 100 francs. Il a fait manipuler des gens, pousser des gens. Non, révoltez-vous, il n'est pas normal de payer des taxes au Mali, mais vous dites qu'il y a beaucoup de taxes là-bas. En fait, je ne veux pas seulement parler que de la France. Je veux parler de l'Europe, de l'Occident. Ok. En fait, ils ont une manière de faire révolter le peuple contre un bon dirigeant. C'est ce qui se passe. Campagne de malveillance voilà, vis-à-vis du Mali et de l'AES. C'est juste que ça. Sinon, la France n'a pas de leçon à donner aux gens. L'Europe n'a pas de leçon à donner. On sait comment ils fonctionnent là-bas. Mais nous, en fait, tout ce que nous avons demandé,
à la France et en Europe, à l'Occident en général, eux, ils ont la technologie. Nous, on a la matière première. C'est une complémentarité. Nous avons la matière première, ils ont la technologie. Mais qu'est-ce qui les empêche de faire un partenariat gagnant-gagnant? C'est parce qu'il y a un brigadage, un vagabondage qui se cache derrière. Réflexe colonial peut-être. Exactement. Et si vous remarquez, lorsque les dirigeants européens vont aller signer un contrat en Chine ou dans un autre pays européen, ils partent avec les stylos et les feuilles, avec des délégations. Mais quand ils viennent signer des contrats ici en Afrique, on les signe avec des armes. Ils ne viennent pas avec les stylos, ils viennent avec des armes. Et ce mode est révolu. Ouais. Aujourd'hui, on a des Africains qui ont des grands diplômes dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on a des Africains qui ont le doctorat, qui sont des professeurs. Et donc, il faut que l'Europe, l'Occident, essaie de revoir sa copie. Ok. Voilà. Merci. Dani, LCI, autrefois braqué sur l'Ukraine, la Russie. Poutine a fait ceci, ça reste des machines à laver, ça reste ceci. Et la Russie peut-être gagne en reculant, on n'avait jamais compris ces choses-là. Mais tout d'un coup, c'est le Mali maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il faut détourner l'attention, c'est tout. Il a dit un point très important, mais je vais essayer de globaliser ça. Aujourd'hui, la France se situe dans une situation économique catastrophique. Il faut éviter la colère populaire. Il faut justifier les dépenses d'argent. La guerre en Ukraine, c'est une mafia. Aujourd'hui, le narratif est déconstruit. Pas seulement par nous, mais je vais même attirer ta curiosité. J'exhorte même les Africains qui doutent d'aller même suivre la presse ukrainienne. Parce que je me suis même rendu compte que la presse ukrainienne dénonce même et réclame la vérité dans cette guerre. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où, pendant que LCI te dit la Russie est affaiblie, la presse ukrainienne, parfois indépendante, vient te prouver le contraire. Tu tombes dans la presse allemande, c'est le même scénario. Tu vas dans la presse polonaise, c'est le même scénario. Mais pourquoi la France reste toujours dans cette logique où il faut faire de la désinformation? Il faut mentir au public. Et malheureusement, la population y croit, les Français y croient. Il n'y a même pas que. Certains Africains aussi y croient. Ils répètent ce narratif. C'est-à-dire que quand tu arrives, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu essayes d'expliquer de manière factuelle combien de fois l'OTAN a perdu en Ukraine, que c'est une guerre d'usure, qu'en fait, ce n'était pas une guerre pour prendre l'Ukraine, mais c'était une question de prendre les territoires du Donbass, parce qu'il faut rappeler qu'avant que la guerre n'éclate, les populations du Donbass ont réclamé l'intervention de Poutine. Il y a eu un traité d'assistance entre les deux. Mais malheureusement, quand vous regardez le fil de l'histoire, les Français n'en parlent pas. Ils sautent cette étape. Pour eux, la guerre en Ukraine a commencé quand Poutine a dit « allons en Ukraine ». Mais non, elle a commencé depuis 2014, et peut-être même bien avant. On peut retomber dans les années 2004-2007, quand les Américains venaient déjà en Ukraine former les soldats ukrainiens. On les préparait. 2014, c'était déjà l'annonce, le prélude à la guerre qui allait venir en 2022. Donc aujourd'hui, la propagande est en train de s'effondrer, elle s'effrite, elle s'écroule. Donc, en résultat, on cherche peut-être le bouc émissaire pour nourrir l'audience. Moi, de Paris, que Bamako serait sous blocus. C'est ce qui a été dit. Tu vis dans une ville sous blocus? J'avoue que quand j'étais encore en France, je pensais que le Mali brûlait à un feu torrentiel. C'était fini, quoi. Voilà. Mais lorsque je suis venu, je vois pratiquement je vois pas de changement entre l'année dernière et cette année, puisque l'année dernière j'étais là. Je vois pas de changement. Et voir qu'ils se permettent de dire que Bamako va tomber, mais c'est n'importe quoi. Nous, on ne le sent pas ici. Moi, je tiens à travers ce plateau dire à tous les Maliens de la diaspora d'être tranquilles, de ne pas céder à la peur. Ce ne sont que de la propagande. Je suis là et tout va très bien. Il n'y a pas de crainte. Ok. Dani, il paraît, les gens de LC, la propagande française, tous les réseaux de désinformation de la France activés aujourd'hui contre le Mali, que le Mali ne contrôle plus aucune route et qu'il n'y aurait plus de carburant au Mali.
Mais depuis que vous êtes au Mali, depuis l'aéroport international Modibo Keïta jusqu'ici, vous n'avez pas vu une circulation un peu dense? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Mais avant même d'arriver à ce stade, moi, quand j'étais dans l'avion, je me suis prêté à un exercice un peu drôle, ironique, un peu curieux. Avant que l'avion n'atterrisse, moi, je regardais un peu au niveau du hublot, si voir si les terroristes encerclaient Bamako. Je n'ai rien vu. J'atterris, je trouve des personnes joviales, heureuses. Je ressens une fierté, une dignité nationale qui est là. Je vois la circulation, chacun va qu'à ses occupations. D'ailleurs, les écoliers ont repris cours. J'ai vu des stations où les gens partaient prendre de l'essence. Bon, après, quand on dit qu'il n'y a plus de carburant à Bamako, je ne sais pas si les véhicules que je voyais roulaient avec de l'huile à l'intérieur ou du verre, je ne sais pas. Donc, tout ça, c'est une machination. C'est une propagande qui avait, parce qu'aujourd'hui, les Maliens ont pris conscience que la France ne peut plus rien. C'est une propagande qui a été utilisée pour non seulement démoraliser les troupes, démoraliser les Maliens, les assujettir mentalement, s'aimer la peur, la terreur. Parce que vous savez, un peuple qui est envahi par la terreur, par la peur, il ne raisonne plus. Et quand tu ne raisonnes plus, c'est fini. Hein. Tu es facilement une cible à abattre. L'objectif, c'était de faire couler le régime de l'intérieur, en se servant de la population comme bouc émissaire pour créer un chaos. Mais vous savez que tout ça, ça visait aussi une révolution colorée. Donc tout était envisagé, tout était préparé, mais malheureusement, ce qu'on constate, pour eux, je dis malheureusement, c'est qu'ils ont tellement tenté de déstabiliser le Mali, ils ont utilisé toute technique, ça n'a jamais marché. Assimi est venu, à combien de techniques de déstabilisation il a échappé? Elles sont nombreuses. Oui. Donc aujourd'hui, moi, comme je disais mon frère, peuple malien, peuple de la diaspora, venez chez vous. Il n'y a pas de blocus, il n'y a rien, il n'y a pas des terroristes qui sont armés, qui s'apprêtent à venir sur Bamako, tirer sur les gens. Ça n'existe pas. Preuve à l'appui, moi-même je suis là. Je vis la réalité du terrain. Oui. Je ne suis pas sur les réseaux. Parce qu'il y a ceux qui bavardent sur les réseaux, qui critiquent. Maintenant, il y a ceux qui sont sur le terrain et qui expérimentent. Donc, c'est deux choses différentes. Ceux qui critiquent, eux, ils vivent à travers les médias occidentaux. Nous, on vit de la réalité. On courtise le Malien. On voit ce qui se passe. On analyse, on diagnostique, comme si nous étions des docteurs. Et on trouve un résultat. Et le résultat, il est positif. Il faut le dire, le blocus a échoué. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il y a un rétro-pédalage. Ouais. Hier, Le Figaro a osé quand même dire publiquement que penser qu'il y aura un blocus au Mali, c'est peu probable. Alors qu'il y a 2 jours, ce n'était pas ce discours. Il y a 2 jours, on nous parlait de le Mali est encerclé, le Mali va sombrer, c'est terminé, les Maliens vont fuir leur capitale, les terroristes vont s'installer. Non. Pendant qu'ils sont en train de dire que Bamako va sombrer, Pokrovsk, en Ukraine, est en train de sombrer aux mains des Russes. LCI est spécialisé dans la critique russe. Il y a une ville qui est en train de tomber en Ukraine. Pourquoi vous n'en parlez pas? Même Kupiansk. Kupiansk aussi, pourquoi ils n'en parlent pas? Subitement, le Mali est devenu le sujet phare de LCI, du jamais vu. Et même quand LCI a pris la parole pour se prononcer, j'ai dit, waouh, la cerise sur le gâteau a été positionnée. LCI, l'une des chaînes les plus machiavéliques, les plus erronées en termes d'information, a quand même osé prendre la parole sur le Mali. Donc là, ça sous-entend quelque part que tout ce qu'ils sont en train de raconter, ce n'est que de la bonne et pure propagande. Donc c'est ça le résultat. Je pense que c'est la vraie face du terrorisme qui s'est dévoilée. C'est une façon aussi de terroriser le peuple malien et de les entraîner dans la peur. Et d'ailleurs, Momo, je vais d'ailleurs t'appuyer avec une désinformation de cette même journaliste de LCI qui a laissé attendre que Bamako était à 3 heures de Paris. Toi qui fais des va-et-vient régulièrement entre Bamako et Paris, 3 heures, c'est quel genre d'avion ça? Je ne sais pas, peut-être que c'est le fusée qui est sur le trajet, sinon... Elle dit ça comme ça à la télé? C'est 5 heures, soit ça dépend, 5h30, souvent ça peut aller jusqu'à 6 heures, ça dépend. Mais jamais 3 heures. 3 heures, peut-être ça peut être, sauf s'il y a un autre Bamako à Paris. Elle veut effrayer l'opinion S'il y a française. un Bamako en France,
Peut-être, je ne sais pas. Mais de Bamako, moi je connais, qui est mon pays, qui est la capitale de mon pays, la distance entre Bamako et Paris, le trajet, c'est pas 3 heures. Ok, cette dame, je peux vous garantir c'est qu'elle n'est jamais venue au Mali, elle ne connaît rien du Mali, c'est à partir de là-bas. Elle reçoit une note de la DGC et puis elle pense ce qu'elle a à dire. Exact. Dani, son Excellence le président Abdourahmane Tchani, chef d'État du Niger, président de la République du Niger, a fait une révélation il n'y a pas longtemps. Il a parlé de 1000 soldats français qui seraient arrivés au Bénin. Il s'agit de mettre simplement la pression sur ces pays de l'AES parce que le Bénin est à la frontière avec le Niger, avec le Burkina, donc frontière avec l'AES à des niveaux. Ou est-ce qu'il s'agit véritablement d'une opération peut-être que la France veut organiser en sous-marin, ou il s'agit tout simplement de transformer après ces militaires français à des mercenaires, ou il s'agit tout simplement des unités qui vont former des mercenaires. S'il faut former des mercenaires... J'irais plutôt pour le cas numéro 4, former des mercenaires. Ok. Et même, ce n'est pas 1000, parce qu'il en a parlé de... Il y a eu plusieurs arrivées. Ouais, il dit 10. Bien sûr. Donc, quand vous regardez ce navire a la capacité de porter au maximum, au minimum, jusqu'à 16 hélicoptères. 16 hélicoptères, on tourne peut-être dans les 20-40 soldats ou militaires ou disons fantassins. S'il y a eu 10 entre septembre et aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une période de 10 mois. Ça sous-entend que il y a une base militaire française qui est effective dans le parc au Bénin. Parce que vous ne pouvez pas déployer plus de 1000 soldats dans une zone sans avoir d'installation militaire. Ça n'existe pas. Donc effectivement, on retourne dans les propos du général Tchani il y a de cela 1 an. Lorsqu'il annonçait au peuple africain qu'il y a une base militaire au Bénin. Les gens n'y ont pas cru. Aujourd'hui, il nous a parlé de navire Tonnerre. Effectivement, c'est réel. Bon, maintenant... former les terroristes, pour faire quoi? Bien sûr pour attaquer l'AES, parce que c'est l'objectif. Il faut briser cette idéologie. Quoi de mieux que de financer, armer, former, les préparer, les coordonner, afin d'attaquer de façon coordonnée les 3 pays, parce que c'est ce qui se passe. On parle d'un pseudo-blocus, parce que je dis pseudo, parce que ce n'était pas un blocus. Si on essaie un peu d'aller dans les termes appropriés, ce n'était pas un blocus. Mais je pense qu'on va y revenir sur le cas du Mali. Maman, tu as juste quelque chose sur l'arrivée des mercenaires français au Bénin? Il a tout dit déjà. Il a tout dit déjà parce que Tchani nous avait déjà prévenu pour cela. Et la première fois j'ai vu Tchani parler de cette base militaire qui doit exister au Bénin. Je savais qu'il y avait quelque chose de grand qui se préparait contre l'AES. Et ces présidents, ils ne parlent pas à tue-tête. Ils ont des preuves et c'est aux peuples africains de prendre en compte tout ce que nos présidents et nos élites nous disent à travers des médias. Parce que s'il y a l'Occident qui fait de la propagande, après, la vraie version peut être dans la vraie version peut être venue de nos élites. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est de croire à ce que nos dirigeants ils nous disent. En fait, tout ce qu'ils nous disent comme propos, ça nous permet d'être sur la lignée du combat, d'être informés et de se préparer. Voilà. Ok. Nous abordons la dernière question de cette émission. Nous avons parlé des Occidentaux, nous avons parlé particulièrement de la France dans l'Occident. Nous avons aussi parlé en tout cas de ce débarquement français ici et puis de ce qui s'est passé un peu au Mali. Mais pour terminer, l'Union africaine vient de publier un communiqué, Dani. Un communiqué au même moment, les Mali, les pays africains qui sont engagés en pointe, c'est-à-dire qui sont en pointe de la lutte contre le terrorisme, ont porté plainte contre la France, ont porté plainte contre l'Algérie. Nous, on pensait que l'Union africaine devait au moins se pencher sur ces deux plaintes. Mais l'Union africaine ne fait rien. Il y a juste un communiqué pour appeler, ce n'est pas une intervention internationale. Pourtant, cette communauté internationale était ici. C'est parce que cette communauté internationale a échoué que l'armée malienne est arrivée au pouvoir. Votre analyse là-dessus? Oui, mais avant de donner mon analyse dessus, si tu me permets de revenir sur le cas du Mali. Allez-y. C'est très important. LCI, pratiquement pendant une semaine, ils ont dit Bamako est encerclé.
C'est le verbe qu'ils ont utilisé, encercler. Mais le terme approprié, c'est siège militaire. C'est quoi un siège militaire? C'est l'encerclement prolongé et complète d'une ville, d'une base ou d'un quartier par des forces armées avec pour objectif de forcer la capitulation des forces qui sont à l'intérieur. On peut prendre le cas de Alep en Syrie. Oui. Entre 2012 et 2016, qu'est-ce qu'ont fait les Russes, les Syriens, Bachar al-Assad et le Hezbollah? Ils ont encerclé Alep. Ils ont imposé un blocus alimentaire, médical, énergétique, économique. Ils ont bombardé Alep. Résultat de cet encerclement, les forces à l'Est ont fui. Maintenant, le plus important, c'est que lorsqu'on parle d'encerclement, il faudrait que la force qu'il impose est ce qu'on appelle une capacité opérationnelle. La capacité opérationnelle répond à 5 critères. Il faut des hommes, ce que les terreaux n'ont pas. Il faut des armes, ce que les terreaux n'ont pas. Il faut la logistique, ce que les terreaux n'ont pas. Il faut l'organisation, ce que les terreaux n'ont pas. Et le 5e point, le plus important, il faut le terrain. Ont-ils le terrain au Mali? Non. C'est la guérilla. Si vous n'avez pas une capacité opérationnelle, comment pouvez-vous encercler une ville? Pour moi, le débat devait s'arrêter là depuis 2 semaines. On n'avait pas besoin d'inviter des pseudo-journalistes qui ont la haine du Mali pour venir prêcher leur haine. Non. Méthodiquement, stratégiquement, on pose des bases. Vous voulez encercler? Oui. Avez-vous une capacité opérationnelle? Non. Arrêtez de parler d'encerclement. C'est pour ça que le chef Théro, chef en communication des rebelles, il s'est prononcé en disant il faut quand même reconnaître que le JNIM n'a pas la capacité d'envahir Bamako. Et il ne disait pas faux. Parce que la réalité, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mènent une guerre cognitive. Ils mènent, soi-disant, une guerre économique. Mais je dirais même que ce n'était pas une guerre économique. C'était juste des attaques logistiques. Une guerre logistique. C'est-à-dire, on sabote un convoi, ça crée peut-être des pertes en termes de finances, de rendement, etc. Mais pour dire que c'était un blocus qui allait faire sombrer Bamako, je dis à un moment donné, il faut qu'on cesse de manipuler les Maliens avec les mots. Parce qu'ils ont tendance à manier les mots, c'est comme s'ils prennent les Africains pour des cons, pour des gens qui ne s'instruisent pas. On lit, on s'informe, on voit, on constate. Et nous sommes capables aujourd'hui d'apporter nos analyses qui sont factuelles. Nous ne faisons pas de la propagande. Les propagandistes, c'est eux. Parce que vous ne pouvez pas venir dire à un public que Bamako est encerclé. Encerclé signifie quoi? Et d'ailleurs, Bamako est encerclé. Connaissant un peu Bamako, pour encercler Bamako, vous avez besoin de contrôler à peu près 7 routes clés. Or, la dame, dans sa présentation, la dame de LCI, elle cite 3 points. J'ai dit, mais Bamako, il faut au moins 7 points. Il faut les tenir physiquement sur le terrain, que cela soit vérifiable. C'est ce que vous avez dit, le terrain. Mais Bamako, c'est 3 axes que la dame a cités, et même les 3 axes ne sont pas du tout contrôlés par les terreaux du JNIM. Ah ouais. Donc c'est juste un mensonge, c'est des informations. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Bamako, bien qui n'est pas venu à Bamako, peut-être on peut se poser beaucoup de questions. Mais il faut couper les routes d'approvisionnement. Oui. Toutes les routes, pour encercler une ville, il faut couper toutes les routes d'approvisionnement. C'est l'objectif d'un encerclement. Hein. Il faut pas, en fait, il faudrait que les gens comprennent une chose. J'entends très souvent certains soi-disant spécialistes qui nous disent oui, il ne faut pas écouter son Excellence Assimi Goïta, il ne faut pas écouter vos médias. Les Maliens devraient écouter quels médias? C'est comme si on peut inverser les rôles. Il y a une guerre en Ukraine. Dites aussi à vos populations de cesser d'écouter LCI et France 24 et d'aller écouter les médias russes. C'est aussi simple. Si eux ne peuvent pas le faire chez eux, laissez aussi les Maliens appliquer ce que vous appliquez chez vous. Ils ont le droit de suivre des médias locaux. Parce que qui ne peut que te dire la vérité que c'est celui qui est sur place? Oui. Tout le temps, on nous dit oui, selon une source anonyme. La source anonyme, c'est qui? Dès qu'il y a une attaque, on te dit oui, la source anonyme était là, elle a filmé. C'est qui? Non, par peur de représailles, elle ne peut pas donner son nom. C'est de la manipulation. Et aujourd'hui, moi j'insiste dessus, les Africains devraient comprendre les enjeux géopolitiques. Tant que nous n'allons pas prendre ça en compte,
on sera toujours influençable et manipulable. Parce que c'est une guerre qui peut-être n'a pas commencé aujourd'hui, qui a peut-être été déclenchée lors de la conférence de Berlin, parce que l'objectif c'était d'instaurer un système qui ne devrait pas avoir de faille, qui allait nous contenir de manière psychologique, physiquement. On n'avait pas droit à ce réveil, à cet éveil. L'Africain était peut-être prédestiné à rester soumis, l'esclave, celui qui est là pour obéir et pour exécuter les ordres. L'Africain ne devrait pas penser et analyser. Aujourd'hui, ceux qui pensent, ceux qui raisonnent deviennent une menace. C'est ça la réalité de cette guerre. Nous sommes dans une guerre d'information. Celui qui a l'information, celui qui contrôle l'information gagne la guerre. Tout à fait. C'est prouvé. Donc quand ces médias sont chez nous, c'est eux qui contrôlaient cette information. Ils diffusaient ce qu'ils voulaient, en temps opportun. Et ça crée des victimes psychologiques. On te dit, il y a un blocus, ces terroristes s'apprêtent à entrer dans Bamako. Toi qui y crois, qu'est-ce que tu fais? Tu ne raisonnes plus parce que tu as peur. Oui. Et je l'ai dit tout à l'heure, un peuple qui a peur, qui vit dans la terreur, n'a plus la force pour se battre. Voilà la réalité. Mais aujourd'hui, comme ils n'arrivent pas à manipuler le peuple, ils n'arrivent pas à retourner le peuple contre leurs dirigeants, ils mènent maintenant des guerres asymétriques. Mais même là, ça ne fonctionne pas. En fait, vous avez l'impression, et je vais un peu chuter là pour aller dans ta question, on a même comme l'impression que les terroristes sont aux abois. On a même comme l'impression qu'ils ont usé quasiment toutes leurs cartes. Parce que même ce blocus qui a échoué, qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir? Moi, je me pose des questions. Parce que quand on regarde un peu la chronologie de leur discours, c'est depuis 2023 qu'ils nous annoncent la chute du général Assimi Goïta. C'est pas aujourd'hui. Et un certain Sébastien Lecornu nous disait, je pense que c'était en novembre 2023, que le Sahel va s'effondrer sur lui-même, que le Mali ne donne même pas 6 mois. C'était lui. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, 2 ans plus tard. C'est les mêmes conspirationnistes qui nous ont dit que l'économie russe va s'effondrer en 2 semaines. Donc, vous voyez que nous sommes dans une machination et aujourd'hui, nous réussissons à utiliser leurs outils contre eux. C'est pour ça que vous voyez tous ces gouvernements, toutes ces élites, qu'est-ce qu'elles mettent en place? Elles votent des lois pour censurer, pour sanctionner les personnes qui seraient dans la capacité d'éveiller la masse. Parce que le combat actuel qui se déroule, c'est un combat de libération. C'est la souveraineté culturelle et spirituelle que les Africains sont en train de vouloir reconquérir. Parce que tu ne peux pas avoir une souveraineté militaire, économique, énergétique sans avoir une souveraineté culturelle et spirituelle. Ce n'est pas possible. Parce que ton raisonnement, ta pensée, ton comportement dépendent de ta souveraineté culturelle et spirituelle. Si ton comportement dépend de la manière dont les Occidentaux doivent te voir, si tu fonctionnes en fonction de l'idéologie occidentale, tu es voué à l'échec. Ah oui. Donc les Africains devraient se réapproprier leur culture, leur tradition. C'est très important ce que je dis. Il faut réformer le système éducatif africain. Il faut qu'on pense africain pour les Africains, par les Africains. Nous devons arriver à ce stade. L'Occident, c'est le rêve, mais ce rêve est terminé. Maintenant, revenons à l'Union africaine. Je vais te dire ça en une phrase. L'Union africaine, elle est amorphe. Elle ne sert pratiquement à rien. Déjà, je ne sais pas pourquoi on appelle ça Union africaine. Des Unions africaines. Pour moi, la véritable Union africaine, c'est l'AES. Oui. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour Kadhafi? Voilà, la Libye aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tués. Pour Gbagbo également. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils se sont réunis avant qu'on bombarde Kadhafi en 2011? Certains présidents, dont je ne vais pas dire les noms, étaient pour ce bombardement. Oui. D'autres se sont abstenus. Et vous voulez qu'on fasse confiance à une organisation qui est déjà financée depuis l'extérieur? 80% de son budget vient de l'Occident. On fait confiance à ce genre d'organisation? Ce n'est pas possible. Ces dirigeants ne défendent pas les intérêts du peuple, ils défendent leurs intérêts. C'est le plus important. On a une crise qui est au Soudan, qu'est-ce qu'ils font depuis? Des millions, plus de 12 millions de déplacés. Il y a une guerre, il y a un conflit au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? RDC. Il y a le Nigeria, la RDC, c'est même encore grave. Ils ont échoué
En RDC, c'est une honte. Ce qui s'est passé en RDC, et voir les États-Unis arbitrer la fin d'un conflit entre le Rwanda et la RDC qui est perdu depuis près de 30 ans. Mais c'est une honte. Non seulement pour l'Union africaine, mais aussi pour nous les Africains. De voir ceux qui pilotent cette guerre venir dire que nous allons siffler la fin de cette guerre. Ça n'a pas de sens. L'Union africaine a échoué. C'est un peu comme la CEDEAO. Je ne veux même pas appeler ça organisation. C'est des boîtes, c'est des sociétés, en réalité. C'est un regroupement des mafias. Voilà, c'est un regroupement d'élites corrompues qui n'a pas l'amour du peuple. C'est ça la vérité. Pour moi, cette histoire doit être démembrée. On ne doit plus parler d'Union africaine. Ça n'existe pas. L'AES, vraiment, le rêve que je vois dans l'AES, c'est peut-être demain, après-demain. Il faudrait pas que l'AES, déjà, il faudrait que l'AES ne soit pas géographique, qu'elle s'étende dans les années à venir. Déjà, il faudrait des bases. Les bases sont en train d'être mises sur pied. Mais demain, il ne faudrait pas qu'elle soit géographique parce que l'AES, aujourd'hui, c'est l'espoir d'une Afrique souveraine. C'est le commencement de quelque chose de bon et de beau et de magnifique. C'est le début d'un projet, en fait, qui pourrait peut-être, dans un avenir proche, unifier les Africains. Tu sais, je le dis pourquoi? Parce que, souviens-toi de l'épisode du capitaine Ibrahim Traoré. Quand le général anglais le menace, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs nationalités le défendent. Des Nigérians, des Ghanéens, Des Kenyans. Des Kenyans, des Américains. Est-ce qu'ils sont originaires de l'AES? Non. Mais ils se sont reconnus dans son combat. Ils ont reconnu les bienfaits du capitaine Ibrahim Traoré. Peut-être parce qu'ils n'ont pas d'audience pour en parler, mais ils partagent ce combat. Ce combat est noble. Donc, de manière logique, stratégique et même réaliste, l'AES, c'est le commencement et le futur d'une Afrique libre, indépendante et souveraine. C'est pour ça qu'on veut briser cette idéologie. Parce que si l'AES réussit, d'autres auront aussi cette volonté de faire comme l'AES. Moi, j'ai toujours dit que l'Afrique devrait évoluer par bloc. Aujourd'hui, il y a un bloc qui s'est créé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Demain, ça peut être l'Afrique centrale. Après-demain, l'Afrique du Nord, Afrique de l'Est. Ils créent des blocs et un bon matin, on crée une Union africaine en fonction de ces blocs. Moi, c'est ce que j'appellerais l'Union africaine de demain. Il y a l'AES, 3 pays demain. Si le Togo ou d'autres pays veulent rejoindre l'AES, ce sera avec des conditions. Pour rejoindre les BRICS, il y a des conditions. Ce n'est pas pour tes beaux yeux qu'on te met membre des BRICS. Donc l'AES devrait mettre des conditions. Et même comme je l'ai toujours dit, pour l'instant, je ne parlerai même pas d'adhésion. Si on parlerait d'adhésion dans l'AES, il faudrait même attendre 10-15 ans. Pour l'instant, il faudrait que les bases soient solidifiées. C'est le plus important. Donc, pour moi, l'Union africaine n'existe pas. Elle n'existe que dans les textes, des textes qui ne sont même pas mis en vigueur pour nous, les Africains. Elle ne nous sert pratiquement à rien. C'est juste une réunion de personnes qui, même au sein même, lorsqu'ils votent des budgets, même là-bas, ils ne s'entendent pas. Donc, moi, je ne sais pas de quelle Union africaine on parle ici. Hein. Oui, c'est l'Union africaine de l'Union européenne. C'est entre les mains de l'Union européenne. Et Momo, régulièrement, les dirigeants de l'AES se plaignent de certains pays voisins. Nous nous souvenons que son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a plusieurs fois répété d'ailleurs que les dirigeants ivoiriens étaient un problème sérieux pour le Burkina et les pays de l'AES. Et nous nous souvenons aussi que c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui avait lu la déclaration de guerre contre le Niger, la guerre énergétique que la France voulait livrer, mais sous couvert de la CEDEAO contre le Niger. Nous nous souvenons que M. Alassane Dramane Ouattara, pour justifier son 4e mandat, a parlé d'instabilité dans les pays voisins. Une façon de parler des pays de l'AES et des questions monétaires. Et quand des présidents de l'AES commencent à pointer du doigt publiquement M. Alassane Dramane Ouattara, qui d'ailleurs, ces 49 mercenaires ont été arrêtés au Mali, il a déclaré publiquement vouloir agresser le Niger. Quand ça arrive à ce niveau, est-ce qu'il ne fait pas partie réellement des problèmes aujourd'hui d'insécurité dans l'espace AES? Si oui, est-ce qu'il ne faudrait pas inclure M. Alassane Dramane Ouattara dans le calendrier de lutte contre le terrorisme? Parce que tout ce que son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré dit, ça montre que c'est un des chefs terror. Est-ce qu'il ne faudrait pas traiter les problèmes à la source?
Parce que tant que M. Alassane Dramane Ouattara est là, si nous pensons peut-être, s'il y avait quelqu'un, au moins comme peut-être l'actuel président du Ghana, à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on allait connaître forcément les mêmes problèmes? Est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il n'est pas arrivé un temps où il faudrait réfléchir vraiment comment gérer ces problèmes, nous débarrasser de ces problèmes? Et la réponse de la question se trouve même dans la question. Allez-y. Vous voyez? Avant de répondre à la question, permettez-moi de revenir un peu sur le propos de la dame qui se dit que Bamako est encerclé. Oui. Juste pour 2 phrases. Moi, j'aimerais savoir, il y a une question que je me pose que je n'ai pas trouvé la réponse. J'aimerais savoir par quel moyen on a su que Bamako est encerclé. N'avait-il pas ces moyens de voir les terroristes quand ils étaient là ici? N'avait-il pas ces moyens quand l'armée bastionne, quand l'armée détruit les groupements terroristes? Ils n'ont pas de moyens de voir ça, mais ils ont que de moyens de voir que Bamako est encerclé. Mais ça ne va pas. Ce sont-ils les Par quel moyen? Moi, j'aimerais savoir par quel moyen ils ont su que Bamako est encerclé. S'ils ont un moyen de le savoir, ils doivent avoir le moyen, quand ils étaient ici, de mettre fin au terrorisme, puisqu'ils ont tous les moyens de voir tous les alentours de Bamako. C'est les mêmes moyens qu'ils ont utilisés pour dire que Poutine a le cancer. Et ben voilà. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir à ta question, Alassane Dramane Ouattara, moi, je ne l'ai jamais appelé. C'est la première fois que je l'appelle Alassane Dramane Ouattara. Moi, je l'appelle bleu, blanc, rouge. Alassane Dramane C'est le drapeau français, ça? Oui, oui. C'est sa description. Alassane Dramane Ouattara, on va dire un peu, il faut appeler le chat par son nom. Bien avant Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire a toujours... Les dirigeants, quand je dis la Côte d'Ivoire, je ne parle pas du peuple ivoirien. Vous parlez de Félix Houphouët-Boigny? Oui, je parle des dirigeants ivoiriens. Ils ont tout le temps trahi l'Afrique. Il faut lui dire les choses telles qu'elles sont. Non, sauf Gbagbo. Oui, sauf Gbagbo. Oui, Gbagbo. C'est pour cela qu'on l'a... Vous voyez. Et donc, le cas de Alassane Dramane Ouattara n'est pas un cas nouveau en Côte d'Ivoire. Ça a tout le temps existé. Qui est dans le complot de l'assassinat de Kadhafi, de Thomas Sankara? C'est les mêmes dirigeants ivoiriens. Ouais, la guerre de Biafra. C'est les mêmes dirigeants ivoiriens. La guerre de Libération Sierra Leone. C'est les mêmes dirigeants ivoiriens. Le franc CFA qui nuit, le franc CFA dont Marine Le Pen dit que le franc CFA est une honte pour l'Afrique. Pour la France. Que le franc CFA est une honte pour la France. Et Marine Le Pen n'est pas n'importe qui, il faut le savoir. Elle n'est pas n'importe qui. Giorgia Meloni aussi. Elle est candidate à l'élection présidentielle en France. Et voir Alassane Dramane Ouattara dire le bleu, blanc, rouge, qui se permet de dire que le franc CFA est une chance pour l'Afrique. Mais ce monsieur, il a un problème. Un sérieux problème que les dirigeants africains doivent chercher une solution pour son cas. Il a besoin d'être amené en l'urgence. Donc c'est aux dirigeants africains, comme tu l'as si bien dit, de traiter les problèmes à la source. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que la Côte d'Ivoire et certains de nos voisins se rallient à l'Occident, nous aurons toujours le même problème chez nous. Comme ce sont nos voisins, ils sont côte à côte, c'est aussi facile de régler les cas. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Ok, Dani, on arrive au terme de cette émission. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, mais après, est-ce qu'il faut aller à la source du problème? J'aime prendre des exemples. Est-ce que la Russie, pour affaiblir l'OTAN, elle a attaqué l'OTAN? Non. Donc pourquoi attaquer Ouattara? Attaquons-nous aux outils qui sont mis en place au sein du Sahel par ces individus et retournons ces outils contre eux. Commençons par vaincre le terrorisme. Parce que ces pays, la plupart de ces pays servent de base arrière. Quand le terroriste n'a plus de terrain, il n'a plus de territoire, il est dans une incapacité totale, il n'arrive plus à contrôler les zones, il se replie. Il se replie chez qui? Ce n'est pas dans l'AES qu'il va se replier. Il va se retourner forcément là où il a été formé, entraîné, financé, armé. En Algérie, en Mauritanie. Si maintenant, en te repliant, il n'y a aucune solution pour toi de revenir peut-être reconquérir d'autres zones.
Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme un animal que tu as dressé. À la fin, s'il ne trouve plus son compte, mais c'est toi qui vas bouffer en premier. Le lion que tu mets chez toi, là, tu vas le nourrir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est bien beau. Mais à un moment donné, quand la ration ne suit plus, ça rogne aussi à l'intérieur. Donc moi, je pense que l'AES devrait plutôt rester concentré dans son combat. Nous ne nous attaquons pas aux personnes. Les personnes dans ce combat ne servent à rien. Attaquons-nous aux outils qui sont utilisés contre nous au Sahel. Moi, je parle de ça, je préfère emprunter le mot outil. Dani, je ne vais pas te couper. Oui. Mais Michel Alassane Dramane Ouattara, moi, par exemple, je ne le vois pas comme une personne, je le vois comme un outil. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que vous le savez, vous avez évoqué les cas de l'Ukraine et de la Russie. La Russie n'a pas attendu que l'Ukraine, l'OTAN vienne l'attaquer à territoire russe. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de nous battre chez nous. La Russie a préféré affronter l'OTAN, territoire ukrainien, dans un pays voisin. Donc on règle les cas là-bas et puis c'est comme si les pays de l'Est décidaient de régler les cas de l'OTAN en territoire mauritanien. Parce que si la Mauritanie accepte aujourd'hui d'être vassalisée au pays de l'OTAN, rien ne sert d'accepter de détruire tous les outils de l'OTAN dans notre territoire parce que ça fera toujours plus de dégâts. Si M. Alassane Dramane Ouattara veut jouer les jeux des impérialistes des pays de l'OTAN, au lieu de faire toute la guerre en territoire burkinabé, territoire malien, je pense qu'il pourra subir aussi des choses. C'est très clair. Si la Russie avait attendu que l'OTAN s'installe définitivement en Ukraine et attaquer les territoires russes, ça allait être beaucoup plus grave, ça allait être très dommage. C'est pour anticiper, protéger les territoires russes que la Russie a anticipé l'opération en territoire ukrainien. Aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara, pour moi, ce n'est pas du tout une personne, c'est juste un outil, un instrument qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy, qui a fait réintégrer d'ailleurs la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Et Sarkozy aujourd'hui, voilà, qui était cheval de bataille contre Muammar Kadhafi aussi, oui. Ces types-là. Donc pour moi, Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Maintenant, comment traiter les problèmes? Mais il n'est pas le seul, hein? Oui, il n'est pas le seul. Il fait partie des problèmes. Voilà. Sinon, régulièrement, on parle de lui, on parle de Tebboune, on parle de Ghazouani. Et on parle même des talons. Oui, mais moi quand j'ai parlé du cas de Alassane, quand j'ai dit que les dirigeants africains, surtout l'AES, doit voir le cas de Alassane dans l'urgence. Ce n'est pas de l'attaquer. Je ne parle pas de l'attaquer, le mot proprement dit. Je sais que nous savons tous qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas libre de son choix. Ah non, on s'en fout de ça. Il n'est pas libre de son choix. Tout ce qu'il le fait, on le dicte. C'est celui qui l'a mis au pouvoir, c'est celui qui le dicte. Et donc Alassane est pris comme en otage, en quelque sorte. Il est pris en otage en quelque sorte. À 83 ans? Oui, il est pris en otage. Mais Alassane, il sait qu'il a déjà fini. Il voulait pas, en réalité, Alassane ne voulait pas se présenter. C'est parce qu'on l'a imposé. On l'a imposé. C'est celui qui l'a mis au pouvoir, qui l'a imposé. Parce qu'il n'y a plus de candidats, à leurs yeux, à part qu'Alassane. D'accord de voir, c'est comme des millions de personnes. Non, mais oui, mais je parle dans un autre contexte. Ok. Le contexte impérialisme. Ils n'ont pas un autre laquais mieux que lui. Non, mieux que lui, non. Mais même en Afrique, il n'y a pas. En Afrique, il n'y a pas. Moi, je ne vois pas en tout cas. Ils sont nombreux, Kagame est là. Oui, mais le cas d'Alassane, c'est un autre cas. Kagame, c'est un autre cas. C'est un cas à part. Oui, Kagame est différent. Mais Alassane, c'est un cas à part. Un cas isolé. Ok. Merci beaucoup. Dani, c'est bon? Magnifique. Ok, merci. Merci. C'est bon? Oui. Donc, nous vous remercions. Vous étiez nombreux à nous suivre sans doute. Et ils vont séjourner un peu ici. Peut-être on aura l'occasion de nous retrouver. D'ailleurs, le jeudi, je serai avec Dani. En live? À live. Si tout se passe bien, on va parler du Mali, plus en profondeur. On va parler d'économie. En fait, on va parler de beaucoup de choses. Surprise. Nous vous remercions. Et d'ici là, restez branchés sur Gandhi Malien TV, sur Africain TV évidemment, parce que d'autres programmes vont suivre après. Nous vous remercions et à très bientôt.